Bonjour à toutes et tous et merci de votre invitation. Merci à Guy Planchette et à Jacques Repussard d'avoir conçu ces regards croisés. On va essayer. Et à Sylvie Garandel et Myriam Merad de leur animation. Mes chaleureuses pensées vont aux hospitaliers qui œuvrent tant depuis 2 ans. Et je salue particulièrement le docteur Anne Guida qui doit intervenir, le professeur Patrick Goldstein, le docteur Yann Cédric Hansen et Gilbert Mounier, président de la Société française de gestion des risques en établissement de santé. Tous ont rendu aussi par une communication intense un grand nombre de services aux professionnels de terrain. Pour ma part, je pense aussi à celles et ceux qui travaillent dans les établissements de la MGEN, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 9 ans. La santé, quelques mots pour mémoire. 200 métiers. Le risque au cœur de ces métiers, le risque maladie, et l'étymologie latine, crisis, phase grave d'une maladie. Donc on pourrait dire que tous les professionnels de santé sont censés être des professionnels du risque en santé. Et puis quand même, le corps humain est extraordinaire, puisque chacun d'entre nous a quelque chose comme 100 000 kilomètres de veines, artères, capillaires sanguins. C'est d'ailleurs pour ça que l'être humain doit bouger. Alors partez pas tout de suite. Un médecin pratique, un médecin traitant de l'ordre de 200 000 consultations dans sa vie professionnelle. Et patients, nous sommes étranges. Nous retenons au mieux un tiers de l'information transmise et notre observance est variable. C'est ainsi. Pour se concentrer plus particulièrement sur le monde des établissements, c'est largement plus d'1 million d'emplois, c'est 3 000 établissements hospitaliers dans notre pays, c'est 100 milliards d'euros de dépenses, donc de cotisations qui permettent ces dépenses. C'est 100 000 médecins, 350 000 infirmiers et infirmières, et un service public d'urgence qui est très très précieux et qui a permis que les passages aux urgences soient doublés au cours des 20 dernières années, non sans difficulté. Et je veux souligner aussi combien est un extraordinaire bien commun le fait d'avoir le 15, le 17, le 18 et le 112. C'est 150 000 appels par jour. Voilà. Il est impossible de résumer ce qu'est un système de santé. C'est à la fois nos vies, chacune de nos vies, donc on est aussi des experts de notre propre santé, et puis un très grand ensemble de systèmes où, pour notre pays, la solidarité joue sous la forme de l'assurance maladie obligatoire. Donc aujourd'hui, 16 novembre, 2000 bébés vont naître, 60 000 personnes vont devoir se rendre aux urgences, notamment la nuit, 15 000 personnes seront opérées, dont la moitié sortiront en fin d'après-midi. 12 millions d'entre nous vivent, et souvent secrètement, une situation de handicap. Et donc, la santé nous préoccupe. Et met en mouvement, c'est ça qui est aussi extraordinairement passionnant, les sciences, les cultures, les politiques, les solidarités, les innovateurs et les industriels. Donc, personne ne peut dire je suis sur le bord de la route et ce sujet ne me concerne pas. Je ne vous détaille pas tout ça, c'est un iceberg. On a tous une responsabilité dans notre propre santé. Et vraisemblablement,
beaucoup de choses se jouent très tôt, très jeune, liées à une éducation ou à une absence d'éducation en santé. Et puis, ce qui alerte depuis au moins 20 ans, tous les professionnels de santé, c'est qu'on pourrait éviter vraisemblablement 100 décès par jour dans notre pays, dus à des erreurs ou aux effets secondaires d'une surconsommation médicamenteuse. Donc, de ce fait, avec cette conscience, avec de telles données, les pouvoirs publics, mais aussi les professionnels de santé, ont construit, certainement avec beaucoup de retard par rapport au monde industriel, au monde de la qualité, au monde de la normalisation, mais on construit un système d'amélioration de la qualité des soins. Donc il y a des plans qui vont du plan national de lutte contre la douleur, ce qui est extraordinairement important, au risque nutritionnel, à l'amélioration de la qualité dans nos services hospitaliers. Vous savez aussi que depuis la fin du siècle précédent, la certification de tous les établissements de santé est obligatoire, sous la conduite de la Haute Autorité de Santé, et que, pour le faire très rapidement, en dehors des agences régionales de santé, il y a 34 agences et opérateurs en santé en France. Alors, un des problèmes, c'est que c'est peut-être beaucoup. Et puis je rappelle aussi que le Code de la santé publique est un objet mouvant, qui prend, même en sous pandémie Covid, 150 pages de plus par an. Et aujourd'hui, c'est 5501 pages. Sécurité sanitaire, bien sûr, très importante. Là aussi, il y a des agences et il y a toute une organisation pour lutter contre les événements indésirables graves. Et ça joue au plan régional, national et au plan de chaque établissement. Et puis, on a défini 9 vigilances qui sont décrites, encadrées, réglementées dans des textes très importants. Et pour ma part, je rajouterai la cybervigilance qui, visiblement, n'est pas encore suffisamment musclée dans les établissements. Il y a depuis plus de 10 ans une obligation d'avoir dans tout établissement de soins un coordonnateur de la gestion des risques. Et c'est un métier très difficile. Je vous ai indiqué là la liste des professionnels que ce coordonnateur ou cette coordinatrice doit mobiliser, aider, assister, avec y compris les problèmes de rapport de force inhérents à tout établissement de soins. J'ajoute aussi, et ça, il y a un rapport très préoccupant du 5 octobre de cette année du Conseil scientifique sur les risques professionnels et sur l'état des professionnels de santé après 2 ans de pandémie, en particulier dans les hôpitaux. Donc voilà, il ne s'agit pas de pleurer, mais il s'agit de tenir enfin compte de ce que notamment les médecins du travail ont dit, ont mesuré depuis 30 ou 40 ans quant à la pénibilité réelle de ces métiers. Et puis l'Organisation mondiale de la santé est très très consciente du fait qu'on ne pouvait pas laisser continuer une situation où un patient sur 10 dans le monde, sa santé est compromise du fait même du soin. Et là, il y a des solutions
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces solutions sont finalement très simples. Le lavage des mains, faire attention au branchement, faire attention à la communication entre les professions de santé. Voilà. Survient la Covid. Alors, bien sûr, j'exprime à nouveau ma chaleureuse gratitude aux médecins et soignants, et aussi à celles et ceux qui font fonctionner les réseaux vitaux. Vous n'êtes sans doute pas familier des sous-sols des hôpitaux. D'ailleurs, je ne vous recommande pas forcément, outre le fait que normalement, personne ne doit s'y promener, mais on voit très vite si un hôpital est haut niveau et est suffisamment propre et suffisamment sécurisé quand on va dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, on partage un certain nombre de choses avec beaucoup de virus. Il va sans doute falloir s'habituer à ces compagnons étranges, 1 700 000 virus, dont une large part sont inconnus. Bon. On a tous vu ces situations. Je n'y reviens pas. Et puis, pour ma part, j'ai beaucoup soutenu une de mes anciennes étudiantes de l'ESSEC, qui est ingénieure hospitalière et qui recueille, depuis le mois de mars 2020, un certain nombre de témoignages terrain, qui sont très impressionnants. Le premier, c'est ce médecin qui s'interroge, complètement les mains gantées. Ce gant a-t-il créé une barrière entre eux et moi, entre les patients et moi? Je me raccrochais à l'idée qu'au moins ils ne mourraient pas seuls. On fait comme on peut. C'est la situation depuis 2 ans dans la plupart de nos établissements. Et puis, cet appel, je ne sais pas si dans vos métiers respectifs et vos pratiques de gestion du risque et des crises, vous avez le même sentiment. Cette phrase qui vient d'une aide-soignante extraordinaire, une fierté liée au fait de pouvoir dire « on nous a écoutés et entendus ». Il n'est pas évident qu'il en soit ainsi aujourd'hui. La gestion de crise, bon, pour avoir été naguère co-auteur du guide Plan Blanc du ministère de la Santé, et je dois d'ailleurs souligner que Patrick Lagadec nous a beaucoup aidés dans ce travail, on a vu se dégrader, y compris les questions inhérentes au masque. Tout professionnel de santé sait combien un masque, n'importe quel masque, à la limite, est vital. Non. Donc voilà, et le professeur Didier Houssin, qui est président du comité d'urgence Covid-19 de l'OMS, dit que finalement, les violentes critiques en 2009-2010 sur ce qui n'est pas devenu, heureusement, une pandémie, la grippe A, ont marqué la mémoire institutionnelle, tout comme une grande partie des réformes en santé sont liées finalement à l'affaire du sang contaminé, ont marqué les institutions. On n'a pas oublié peut-être ces marques. Je souhaite connaître votre sentiment là-dessus. Nous influence trop pour l'avenir. Donc aujourd'hui, vous avez un cercle vicieux de la désaffection. Tout le monde est extrêmement fatigué. Il y a pénurie d'infirmiers, en particulier de soignants, notamment la nuit. Et un certain nombre de mythes, semble-t-il, c'est une hypothèse de travail que je vous soumets, ont freiné nos perceptions, l'acuité de notre regard au moment de la survenue de la crise. Trop de gouvernance télécommandée, trop de textes, trop de gouvernance par les nombres, un numerus clausus pendant 50 ans de toutes les professions de santé, pas simplement les médecins.
un système tarifaire kafkaïen, etc. Et étrangement, à partir d'idées, d'intuitions, de volonté dont certaines étaient positives. Donc, ça se retourne contre nous. Et ça se retourne contre nous dans un monde où la sémantique est extraordinaire. Je rappelle ici que le langage médical mondial, qui est une gigantesque nomenclature qui s'appelle SNOMED, malheureusement la France ne participe pas à sa construction, c'est 1 million d'entités nosologiques, c'est 10 fois les langues françaises et anglaises dans leurs plus grandes extensions. Donc c'est aussi ça qui est extraordinaire et très impressionnant, c'est que l'humanité a développé un langage pour se décrire elle-même sans équivalent et qui bénéficie aussi de l'apport de toutes les sciences. Voilà, je vous passe, vous aurez les slides, mais il y a une vraie difficulté de communication interne au monde de la santé entre les établissements, le terrain, les professions de santé et les institutions, quelles qu'elles soient. Alors, que faire? Qu'est-ce qui doit être positivement mis en œuvre? Bien sûr, le retour d'expérience. Et là, je salue le premier qui a été publié, qui est celui d'Edgar Morin. Il n'avait que 99 ans quand il l'a publié. Donc, voilà. Changeons de voie, les leçons du coronavirus. Juin 2020. Donc là, il y a un extraordinaire travail, très profond, et avec des propositions et des sujets d'étonnement. Qu'est-ce qu'être humain n'est enseigné nulle part dans le monde, aucune école, aucune université. Et puis Edgar Morin souligne l'extraordinaire foisonnement d'actes solidaires aussi. Toujours pareil, les deux dimensions, des dimensions négatives, parfois tragiques, et des dimensions extraordinaires, intenses, très positives. Il souligne qu'il y a eu crise de l'intelligence aussi parce qu'on a été confronté à des complexités et à des temporalités qu'on pratiquait plus ou pas, et donc on a pu être dépassé. Et c'est là où, deuxième axe, après ce retour d'expérience, deuxième axe très positif, toute la pensée de Georges-Yves Kervern sur les sciences du danger et sa construction des sciences du danger. Et je souligne que, pour ma part, quand je dirigeais des hôpitaux et ensuite les établissements de la MGN, un maniement, même amateur, des syndics m'a été d'un grand secours. Simplement, mettre très vite, de manière très vivace, en lien les 5 aspects du regard, notamment les buts. 9 fois sur 10, nos buts sont peu explicites, flottants, étrangement formulés. Les valeurs, les données. Là aussi, très souvent, notamment dans le monde de la santé, on a des tas de données qui ne servent absolument à rien. Et sur des choses fondamentales, c'est désertique. Les modèles, les anciens, ceux qu'on espère, etc. Et les lois. Quelles règles d'action? Donc, un usage micro des scientifiques pour sortir la tête de l'eau et se dire, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Directive ou mesure d'application immédiate. Ça, c'est un must. Comme si les êtres humains sur lesquels on règne étaient aux ordres et n'avaient que ça à faire que d'appliquer une pensée extraordinaire dans une circulaire, qu'elle soit locale ou nationale. Et ça permet
cet usage avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord, des syndyniques, de visualiser rapidement nos absences majeures, des oublis, des disjonctions et aussi des distorsions qui peuvent fabriquer du malheur. Ça, ici, tout le monde connaît les déficits systémiques syndinogènes, donc c'est chaque fois la même chose, et en particulier l'absence de préparation. Et ça, c'est l'ancien alpiniste et parapentiste qui parle. Il vaut mieux vérifier ses cordes. Quelles sont au fond les caractéristiques, et là aussi elles sont très simples, d'un hôpital qui fonctionnerait bien? Il y en a, je vous rassure. Une équipe stable, sans tension constante quant au personnel présent. Toutes les études dans le monde ont démontré que la qualité et la sécurité sont liées, intégralement liées, intimement liées à la densité de l'équipe soignante. Il n'y a là-dessus aucune exception. Et deuxième élément, un établissement fonctionnant bien est un établissement qui ménage le temps des médecins et des soignants, qui le privilégie. Pour le diriger, cet établissement, bon, d'abord c'est une communauté mondiale, et un des points de difficulté en France, c'est qu'on est avec le Portugal le seul pays du monde où un médecin ne dirige pas l'établissement, à l'exception des centres de lutte contre le cancer. Donc je ne fais pas là une promotion du médecin directeur, mais je fais une promotion à l'expérience du binôme. Que les finances, l'administration et la gestion soient l'affaire d'un professionnel de ces domaines, c'est bien évident, mais qu'un médecin, notamment pour les questions stratégiques de langage, d'arbitrage entre les disciplines, dirige. C'est bon. Deux exceptions dans le monde, donc tous mes collègues partout dans le monde pensent que je suis médecin. Tant qu'ils ne me demandent pas de donner un coup de main en salle d'opération, ça va bien. Donc c'est une communauté très riche, évidemment. C'est un management complexe et on est toujours lié à la préoccupation inhérente à l'objet. Le but, c'est le patient est irremplaçable. On ne peut pas dire là, il y a une substitution totalement impossible parce qu'il s'agit d'humanité et d'être humain. Tous les récits en santé sont légitimes. Donc ça peut donner l'impression à ceux qui ne vivent pas dans ce monde-là qu'il y a un certain nombre de confusions, mais tous les récits sont légitimes. Et puis, il faut une très très grande fermeté sur très très peu de règles, ni violence, ni désordre à l'intérieur d'un hôpital en particulier. Et puis, niveau le plus bas possible de production bureaucratique. Bon, alors je serais tenté de dire, dans un esprit tonique et positif, qu'en France, nous avons là un vaste espace de progrès. Voilà. Et je vais conclure avec Descartes, la rationalité. Il avait écrit « Les pensées agissent sur les corps, sur le corps, comme le corps sur les pensées. La santé procure la joie, et la joie procure la santé. »